Bonsoir, dans quelques jours, c'est la fête des pères. Alors ce soir, nous avons choisi de vous présenter des sacrés papas. Stars des affaires, du sport, de la mode, du cinéma, les hommes publics ont une vie trépidante qu'ils n'hésitent pas souvent à brûler par les deux bouts. Mais qu'en est-il de leur vie privée? Nous allons vous faire découvrir des hommes célèbres comme vous ne les avez jamais vus dans le plus beau rôle de leur vie, papa. Vous découvrirez un étonnant Bernard Tapie. On le connaissait homme d'affaires, ministre, président de l'OM, acteur, star des médias. Mais ce soir, c'est un père de 4 enfants qui nous ouvre les portes de son intimité et accueille pour la première fois une équipe de télévision dans son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères. Son épouse, Dominique, nous a confié ses films personnels, des images inédites d'un papa gâteau et de sa petite dernière, Sophie, future star de la chanson. Avoir un père célèbre, ce n'est pas toujours facile. Rupture, absence, déchirure, nous verrons que pour les enfants, certains noms sont de véritables fardeaux. Numéro 1 dans le cœur des Français, David Douillet est le chef de clan d'une famille de 6 enfants. Mais comment vit-on à l'ombre d'un père tellement exemplaire? Le prince Al-Walid est l'une des 5 personnes les plus riches du monde. Mais que peut-on encore offrir à ses enfants quand on leur a tout donné? Johnny, le prince régnier, Zidane ou Beckham, la naissance de leurs enfants a été certainement le plus beau jour de leur vie. Comment l'ont-ils vécu et surtout, comment nous l'ont-ils fait partager? Ce Français-là, c'est l'homme araignée. Il risque sa vie sur les tours et les buildings du monde entier. Quand un papa doit rassurer, Alain Robert provoque chez ses 3 enfants de la fierté, mais surtout de l'anxiété. La fierté des pères, il en sera beaucoup question ce soir, de Gainsbourg à Noah, en passant par Richard Boringer. Nous reverrons ces images qui nous ont tant marqués. Un papa poule, une vraie mama italienne. Ce sont les mots employés par Nathalie pour décrire son père, Bernard Tapie. Star des médias, adoré par beaucoup, détesté par certains, papa poule, c'est donc une nouvelle facette plutôt inattendue de cette personnalité que nous allons découvrir ce soir. Un père câlin et attentif qui aime tout savoir de la vie et des secrets de ses enfants. Nathalie, 41 ans, et Stéphane, 36 ans, fruit d'un premier mariage. Laurent, 31 ans, et Sophie, 18 ans, qu'il a eu avec son épouse Dominique. Tous ont connu les années fastes, celles du Fosséa et de ses soirées luxueuses, souvenez-vous, mais aussi la prison et la descente aux enfers de leur père. Un père businessman qui a toujours rêvé d'être un artiste et qui transmet à sa petite dernière sa passion pour la scène. Sophie a 18 ans, elle suit des cours à Londres, des cours de chant, de comédie et de danse dans un établissement très prestigieux. Elle est jolie, talentueuse, le caractère bien trempé et elle rêve, dit-elle, d'avoir un jour le charisme de son père. Vous allez le voir, c'est plutôt bien parti. Bernard Tapie a confié à Edwige Tanguy des images familiales inédites qui nous montrent à quel point sa vie de papa est importante pour lui. Depuis plus de 20 ans, Bernard Tapie est l'un des personnages publics les plus médiatisés. On connaît tout de son parcours, de ses réussites, de ses échecs aussi. Pourtant, jusqu'à présent, il nous avait caché l'une de ses plus grandes fiertés, sa fille, Sophie, tout juste 18 ans. C'est en Angleterre que nous l'avons rencontrée. Sophie étudie au sein de l'Art Educational School, l'un des plus prestigieux établissements du pays. En plus de l'enseignement traditionnel, on y apprend le chant, la danse et la comédie. Et ici, Sophie est juste une jeune fille comme les autres, avec des préoccupations de son âge. On n'a pas le droit d'aller chez les garçons. Les garçons n'ont pas le droit de venir ici. Mais on a trouvé un moyen. Il y en a 2 là-bas, juste la fenêtre en face. Et c'est considéré comme les 2 playboys de l'école. Alors, t'as toutes les filles de l'étage qui viennent dans la chambre pour te demander n'importe quoi. Genre, t'as une paire de ciseaux? Et en matière de garçons, Sophie a déjà une idée bien arrêtée. Alors, mon homme idéal, grand, mais pas trop, et drôle. Drôle, et qui a du caractère, pas une petite fiotte qui se laisse faire. Mais en fait, un peu comme mon père, j'ai envie de dire. Son homme idéal, son père. Une histoire d'amour qui dure depuis 18 ans. Sophie, c'est la petite dernière du clan Tapie. 4 enfants, 7 petits-enfants, 2 mariages. Le dernier avec Dominique, sa femme depuis 30 ans, célébré en mai 87 en Grèce sur le Fosséa, le fameux yacht de 73 mètres que Bernard offre ce jour-là à sa femme. Le Fosséa, symbole des années de réussite de Bernard Tapie, est berceau de luxe pour la petite Sophie. Elle naît en février 88. Son père, alors président de l'Olympique de Marseille, est en pleine ascension. Une enfance dorée, immortalisée par la caméra familiale. Pour la première fois, Bernard Tapie a accepté de dévoiler ses instants d'intimité.
Sophie passe ses premières années sur le yacht. Dans cet univers de luxe, l'enfant du Phocéa se transforme volontiers en princesse. Ce serait pas les cacahuètes des fois? Fais voir, je sens encore. Fais voir si. Mais si c'est les cacahuètes. Si, regarde si. là-bas. Oh. Oui, c'est des grosses cacahuètes. Dîner de gala en tenue de soirée ou réception fastueuse, pendant des années, Sophie est de toutes les fêtes. On n'est pas 5 minutes de toute façon. Hein. On va lui souhaiter maintenant la bonne année, il faut la coucher. Mais c'est bientôt la fin d'une époque. En 96, le Phocéa est placé en liquidation judiciaire. Une première épreuve pour le clan Tapie qui restera soudé. Leur port d'attache, la rue des Saints-Pères à Paris, dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale. Ils nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. Aujourd'hui encore, ils habitent tous sous le même toit. Seul Stéphane, l'un des fils de Bernard Tapie, a pris son indépendance. On est ensemble, mais on a chacun notre zone. Si on a envie de se voir, on se voit. Si on a envie de monter directement sans se voir, on le fait. Ah ouais, c'est jamais envahissant. On peut rester 10 jours sans se voir. Pas sans se parler. Et pas ma femme. Non. Non, ma femme, non. Elle est dans tous les appartements. Et quoi qu'il arrive, le week-end, tout le monde se retrouve. Sophie a fait le déplacement de Londres. Mon père est venu me chercher hier à la gare et tout de suite il m'a dit j'ai l'impression que ça fait 1 mois que t'es parti alors que ça fait qu'une semaine ou 8 jours. Il m'a dit ça, je dis mais papa ça fait 4 jours que je t'ai pas vu. C'est un papa câlin, un papa poule, c'est même une maman italienne. Je dirais qu'il est plus mère que père. À tout point de vue d'ailleurs. Je suis pas tout à fait d'accord. Il aime bien avoir nos petits secrets, ce qui se passe dans notre vie. Ah oui, ça je veux pas qu'il me cache quelque chose. On n'a jamais dissimulé ce qu'on ressentait à l'égard de nos enfants, ni pour leur dire qu'on était heureux avec eux, ni pour leur dire qu'on les aime. On leur disait, on les prenait, on continue, on leur faisait des câlins parce que c'est des choses que l'on ressent comme ça. Bernard Tapie, papa câlin et protecteur, mais qui pousse aussi ses enfants à suivre leur vocation. Une chance que n'a pas forcément connue Dominique, son épouse, qui rêvait d'une carrière de danseuse. Et alors, voyez comme c'est paradoxal et comme c'est drôle. Ma femme n'a pas réussi à faire la carrière de danseuse qu'elle aurait pu faire parce que ses parents voulaient privilégier l'école, etc. Et si je la laissais faire, elle ferait pareil avec Sophie. Non, pas du tout, puisque la preuve, je l'ai laissé partir faire cette école. Donc c'est pas vrai. C'est dingue. Si, c'est vrai. Oui, la chanson, le théâtre, tout ça. Passe ton bac, on verra après. Donc, comme quoi, les modèles se reproduisent toujours. J'aurais voulu être un artiste. Pour la jeune fille, c'est certain, le modèle paternel est en train de se reproduire. Retour en Angleterre dans son école. Alors toute la journée, t'entends chanter, toute la journée. Et c'est ça qui est génial. Chaque jour, elle y pratique 1 heure de chant, de danse ou de comédie. Sophie et Bernard partagent les mêmes passions. Si je chante pas, je suis pas bien. Si je fais pas un truc artistique, je suis pas bien. Tout comme son père donc. Et Bernard Tapie chanteur, c'était le cas il y a tout juste 40 ans. Il avait alors 23 ans. Elle en avait seulement l'air, car à nos rendez-vous, toujours je l'attendais. Des heures entières, j'en devenais fou. Et le parallèle ne s'arrête pas là. Depuis quelques années, sur scène ou à l'écran, Bernard Tapie est comédien. Déjà 2 pièces de théâtre en tant que tête d'affiche. Et Sophie est prête un jour à prendre la relève. Et attention, elle, même dans la langue de Shakespeare. Missy knows it all and Ben Lynch. J'exprime plus ce que j'ai à l'intérieur, c'est en théâtre. Beaucoup plus. Je peux me mettre à pleurer comme ça. Ah mais je fais ça depuis tout le temps. Mais je me rendais même pas compte que c'était du théâtre. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? L'anniversaire de Sophie. Bonjour. Je m'appelle pas Sophie, moi. Ah bon, tu t'appelles pas Sophie, tu t'appelles comment? Clochette. Clochette. Bon bah Clochette, elle a 104 ans et c'est très très bien. Bon bah on va l'applaudir. Si on me dit un jour t'as le charisme de ton père, c'est génial. Parce que c'est ce qu'il a de plus grand. Une chose est certaine, son père est son plus grand fan. Et dès l'âge de 3 ans, Sophie avait déjà le don de le charmer.
Retour à Londres. Ce soir, c'est le grand soir. Dans quelques heures, Sophie se produira sur scène. Bien évidemment, Bernard et Dominique ont fait le déplacement pour l'encourager. Quelques minutes de train le séparent de sa fille. Pendant ce temps, du côté de Sophie, le stress monte. À quelques minutes du spectacle, elle a besoin de s'isoler. Ils ne se sont pas vus depuis une semaine, une éternité pour Bernard Tapie. Un week-end, nous sommes à Londres, et l'autre week-end, c'est elle qui vient à Paris. Donc vous voyez régulièrement envoyer Sophie tout le temps. Évidemment. Non, Comment on pourrait faire autrement? Tous les week-ends, en fait, on se voit. Une situation plutôt inédite pour Bernard Tapie. Avoir du temps pour ses enfants, c'est aujourd'hui son principal luxe. Ce que je fais là, j'avais pu le faire au moment où j'étais en même temps ministre, président de l'OM, président d'Adidas. J'étais tout ça en même temps. Or, il aurait été impossible que je consacre un samedi, un dimanche, puisque je travaillais presque tout le temps. Ain't no sunshine when she's gone. Le jour de ses 4 ans, par exemple, Sophie n'a pu oublier que son papa était présent autrement, à la démesure de l'amour qu'il lui porte. Sophie, tu vas téléphoner pour dire merci papa, lui faire un gros bisou. D'accord? Tu m'écoutes, Sophie? Il n'y a rien de plus présent que les gens que vous aimez, même quand ils ne sont pas à côté de vous. La plupart du temps, cependant, Bernard Tapie s'arrangeait pour être présent lors des grandes occasions comme ce jour de Noël 92. Et ainsi, la complicité entre la fille et son père ne s'est jamais démentie. Papa, tu viens m'aider? Mon petit papa? Mon petit papa? Je suis d'une vulnérabilité totale. Elle connaît tous les boutons sur lesquels il faut appuyer. Elle est diabolique. Par rapport à moi, elle sait tout. Elle a tout compris. Et je suis désarmé. Mais aux côtés de son père, Sophie aura tout vécu, même les épreuves les plus difficiles. Une enfance décidément pas comme les autres. Il faut dire qu'elle a été quand même face à des situations que les jeunes enfants ne connaissent pas très tôt. Elle a connu des policiers, gardes du corps, avec des pistolets dans la ceinture sur la plage, elle avait 2 ans. Son frère a été à l'école dans un quart de police. Tout vivre jusqu'à l'inimaginable pour un enfant. Sophie l'a vécu. La séparation par la prison, par exemple. Bernard Tapie a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme, par le tribunal correctionnel de Valenciennes. À ce moment, pour Bernard Tapie, tout s'effondre. Le jour de sa condamnation, Sophie n'a que 7 ans. Mais pour Bernard Tapie, c'est encore une fois le soutien de tout son clan qui va lui permettre de tenir le coup. C'est sûr qu'ils ont à la fois souffert beaucoup au moment de mes ennuis, de voir leur père à la une des journaux le montrant avec des menottes. Les enfants entre eux sont très cruels. Ma femme, de ce point de vue-là, a joué un rôle essentiel en ne leur cachant jamais rien. On avait avec ma femme un rendez-vous tous les soirs. À 10h30, on éteignait les lumières, on se mettait chacun sur nos lits respectifs, le mien étant moins confortable, et on se faisait un rendez-vous quotidien. Et vous savez, quand vous fermez les yeux, vous êtes là où vous voulez être, hein, et avec qui vous voulez être. La prison, un univers qui va devenir le quotidien de Sophie. Elle est venue me voir en prison, elle était en visite, elle avait donc 9 ans. Et on a dédramatisé tout ça devant elle, mais ça lui a donné forcément une maturité, une densité dans sa vie, dans son expérience de vie. Et on le ressent dans sa personnalité maintenant. Très forte. Elle est très très forte, très forte. Quoi de plus beau que ces enfants, finalement? On peut difficilement trouver de meilleures raisons d'existence, quoi. Juste avant d'entrer en scène, Sophie va recevoir les encouragements d'un papa poule aux petits soins pour elle. Tu es en train de crever de froid. Mais non. Comment ça se fait que tu veux qu'on aille... T'as mal à la gorge, t'arrives pas à avaler? Si, bien sûr que t'as... Non, t'inquiète pas, ça va. Ça va. Bon. On va te chercher le médicament ou pas? Non, j'en ai. Ah, t'en as pris? Comment t'es habillé? Lève ta couverture, là. Petit cœur d'amour. Voilà. Bon, on va chercher du sirop? Ouais, s'il te plaît. Allez. Ok, bon j'y vais. Tout à l'heure. Au revoir, bébé. Les épaules. Bernard Tapie, comme on ne l'avait jamais vu.
Sa faiblesse, il nous l'a cachée pendant 18 ans. C'est Sophie. Elle est bien décidée maintenant à faire parler d'elle et elle semble avoir toutes les dispositions pour imposer sa voix dans l'univers de la chanson. Étonnant personnage, ce Bernard Tapie. Lui qui a toujours maîtrisé son image semble s'abandonner pour la première fois devant des caméras, peut-être trop concentré sur le bien-être de sa fille pour penser à sa propre image. Quant à Sophie, je suis sûre que vous la retrouverez très prochainement, soit au théâtre, soit dans la chanson, peut-être même les deux. Alors on l'a vu, Bernard Tapie est très ému de voir sa fille sur scène et très impressionné aussi par ce qu'elle ose y faire. Et la fierté d'un père, c'est un sentiment fort, souvent très émouvant. Et quand les pères ont une vie publique, nourrie de succès, de gloire, la réussite de leurs enfants peut être parfois une source de fierté bien plus grande encore que la leur. Souvenez-vous de Serge Gainsbourg, au bord des larmes, quand sa fille Charlotte reçoit son César. Eh bien, tous ces moments inoubliables, Frédéric Fruchon les a retrouvés pour nous. Charlotte Gainsbourg. Au départ, la petite Charlotte voulait devenir architecte, un beau métier qui aurait fait la fierté de ses parents, c'est sûr. Mais lorsqu'elle reçoit en 1986 le César du meilleur espoir féminin, Jane et surtout Serge ne peuvent cacher leur émotion. Il a écrit de belles chansons, le papa, et pourtant toute sa vie, il n'en démordra pas. Charlotte, c'est ce qu'il a fait de mieux. Je pense que le prix le plus précieux est dans le cœur, c'est hors de prix. Je dirais qu'il est hors de prix. Hors de prix. Et dans le cœur de sa maman et de son papa. Et à la télévision, on ne compte plus ces papas fiers de leurs enfants qui nous expliquent pourquoi. Des propos objectifs, pas sûr, mais en tout cas, eux, ils y croient. Ils sont beaux, hein. Il a une voix magnifique, votre Mes enfants. Ils chantent pas? Ils sont beaux. Ils chantent tous les deux. Il est bon élève, Anthony? Il n'est pas très bon élève, mais je veux dire, ça viendra. Je crois qu'il a encore le temps. Mais ce qui compte, ce qui est plus important, c'est qu'il a une bonne moralité, une bonne mentalité et un cœur comme ça. J'ai entendu mon fils jouer en anglais, sans accent, et j'ai trouvé ça formidable. Même un Louis de Funès, plutôt avare en compliments d'habitude, est cette fois élogieux envers son fils Olivier. Je suis très content de ce qu'il fait. Tous les jours, il progresse et ça me fait très plaisir, et je tenais à le dire aussi. Il y a souvent de la retenue, mais l'émotion n'est jamais très loin. Je t'aime. Je peux avoir les clés de la voiture ce soir. Depuis quelques mois, Yannick Noah n'est plus l'ancien champion de tennis, mais juste le papa de Joachim. Son fils vient de remporter un championnat de basket et c'est lui maintenant qui signe les autographes. Et le papa n'est même pas jaloux, il est content, et oui. J'ai vécu ce que je souhaite à tous les pères, à savoir voir leur enfant s'épanouir, être heureux. Et ça a été un gros choc de voir mon petit pépère être à ce niveau-là et être aussi bon, aussi beau. Car en reconnaissance paternelle, il s'y connaît Yannick. En remportant Roland Garros en 1983, toute la France était fière de lui. Toute la France, mais son père Zachary un peu plus que les autres quand même. Zachary, Yannick, Joachim, visiblement chez les Noah, on ne déçoit pas son père. Le César est attribué à Roman Boringer. Autre dynastie en devenir, les Boringer. Et à nouveau une jeune actrice reconnue par ses pères et par son père en particulier. Un papa fier de sa fille, une fille fière de son père, comme quoi parfois le cinéma, c'est vraiment une grande famille. Je suis tellement heureux de ce qu'elle devient petit à petit. Je suis tellement fier, le mot est tellement con que j'ai pas envie de l'employer. Une intime revanche. Je voudrais remercier mon père parce qu'il m'a porté sur ses épaules depuis des années et il m'aide tous les jours et c'est un père formidable. Je voudrais lui dire combien je l'aime.
Dans quelques instants, nous vous raconterons la guerre qui a séparé pendant 26 ans Ted Lapidus et son fils. C'est Dallas dans le monde feutré de la haute couture. Et puis nous découvrirons la vie rêvée des enfants de la plus grande fortune du monde. Pas facile de créer de l'envie quand on a tout donné à ses enfants. On le voit, les pères qui ont réussi sont généralement plus fiers encore du succès de leurs enfants que de leur propre parcours. C'est le cas de notre prochain papa qui, comme vous allez le découvrir, même lors d'un des moments les plus forts, les plus importants de sa carrière, a d'abord et avant tout pensé à ses enfants. David Douillet, connu pour son moral d'acier et sa volonté de faire dans le sport, l'est aussi pour ses 1,96 m de générosité. Mais alors, quel père est-il, lui, avec ses propres enfants? Peut-il encore leur consacrer du temps, de l'attention et de la patience, malgré toutes les activités qu'il mène de front? Avec sa femme Valérie, il forme depuis 12 ans un couple soudé et une étonnante famille recomposée. David Douillet veille donc sur sa famille en vrai chef de clan. Il assume ses 3 enfants, mais il est aussi comme un père avec les 2 enfants de Valérie. Et il n'a pas hésité à reconnaître un 6e enfant découvert il y a à peine 2 ans. C'est un reportage de Thierry Andréau. Matteo a 8 ans et il court comme il peut sur les traces de son champion de père, David Douillet. 4 fois champion du monde de judo, 2 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, parrain de l'opération Piège jaune auprès de la première dame de France Bernadette Chirac, homme d'action à qui rien ne résiste, bref, un père qui laisse derrière lui des traces bleu-blanc-rouge, visibles comme les fumigènes de la patrouille de France. Pour beaucoup, un symbole de droiture et de réussite, qui n'a jamais oublié, même le jour de sa 2e médaille d'or olympique à Sydney, que sa raison d'être était ailleurs. Le plus beau moment de votre vie? Non. Non, le plus beau moment de ma vie, c'est mes gosses. Là, vous êtes le plus heureux des hommes? Oui, voilà, c'est le plus heureux de mes hommes. Tiens, ben, je leur dédie ma victoire aux enfants, à mes enfants. Je les embrasse là où ils sont et je les aime très fort. Voilà. Car avant tout, David Douillet, c'est d'abord un père. Voici la maison de la famille Douillet. C'est la fin de la semaine. Valérie, la femme de David, est seule à la maison et s'occupe un peu des affaires de son mari. Voilà. Merci bien. Voilà. Merci. Au revoir. Bonne journée, madame. C'est pas pour moi. C'est pour David. Bon, c'est pas grave, je vais en profiter aussi, de toute façon. Donc, c'est comme si c'était pour moi à la fois. L'emploi du temps de David est ultra chargé. Alors, où est-il ce soir? Un dernier rendez-vous? Un nouveau projet à boucler? David est parti chercher la 2e partie de la famille. Il est parti chercher Jérémy et Myriam à Rouen. Et là, il devrait pas tarder. Car si Matteo est le premier et seul fils de David et Valérie Douillet, la famille compte en tout 5 enfants. Jérémy, 14 ans, et sa sœur Myriam, 13 ans, sont tous deux issus du premier mariage de notre champion national. Et c'est leur première apparition à la télévision. Ludwig, 17 ans, et Jonas, 14 ans, sont les 2 garçons nés du premier mariage de Valérie. 2 plus 2 plus un petit dernier, toute une famille qui s'est recomposée autour de David et Valérie. Mais tout ce petit monde rassemblé a ses exigences. Dès que vous avez plus de 2 enfants, de toute façon, tout devient un peu plus compliqué. Il faut gérer les allées et venues de chacun, les activités de chacun. Et d'un coup, effectivement, la logistique a son importance, quoi. Allez, hop. Maman, ton émission est finie. Tu peux couper. David Douillet débarque enfin de Normandie après quelques centaines de kilomètres. Ce week-end, c'est lui qui a la garde de Jérémy et de Myriam. Ainsi, tous les enfants de David et Valérie sont réunis. Et la famille est au grand complet car Minnie, la belle-mère de David, est ici en plein préparatif du repas du soir. Ça va, Joe? Ça va. Voilà, une petite fin de semaine qui se termine bien. La famille. Important. La famille, c'est plus qu'important, c'est notre raison de vivre, quasiment. Mais ce soir, la famille est en plein débat. Car depuis son 14e anniversaire, Jonas a une requête qui lui tient vraiment à cœur. Il est en train de me tanner avec les histoires de scooters et machin et trucs. De scooters? Mais oui. Elle veut m'acheter un Solex. Un vélo, c'est bien. Le vélo, c'est top, hein. Non, moi j'en voulais un matin, mais bon. Oui, mais ils veulent pas. Je suis en pleine négociation, là.
Tu connais ma théorie sur le scooter? Oui, au départ tu voulais bien et après à un moment elle t'a fait un lavage de cerveau. Si, au départ c'était je veux bien si vous voulez payer. Voilà. Au départ c'était ça. Et pourquoi? Pourquoi? Pour pas qu'on fasse les cons avec. Exactement. Et après à un moment elle a dit non, il n'y a pas d'entendement, c'est pas possible. Il n'y a pas d'accord possible. C'est le deuxième péage quoi. Le premier péage vous... Le seul boulot, c'est pour moi. Je peux pas leur dire, vous aurez pas de deux roues, parce que moi je circule en deux roues, donc. Mais aujourd'hui, scooter, non. Il y a encore là, il y a peu de temps, un môme s'est fracassé. Sur le pont. Il est mort. Enfin bon, voilà, ça va quoi. Il y a trop de casse quoi. Je comprends qu'il sait pas trop quoi dire, quoi, parce que vu qu'il est motard, mais bon, il pourrait me soutenir un peu plus quand même. La question du scooter provisoirement réglée, tous les garçons se retrouvent enfin pour leur sport collectif favori, en découdre sur le terrain de basket. Pour Ludwig et Jérémy, qui évoluent en club, c'est l'occasion de se confronter. Et c'est pendant cette partie endiablée que David va apprendre une des plus importantes nouvelles de l'année. Je veux être champion de judo comme papa. Tu me l'avais jamais dit ça? Hein? Si. Quand est-ce que tu m'as dit ça? Quand est-ce que tu... Attends, réponds à la question. C'est bien, c'est bien. Non mais sérieux, c'est vrai? Oui, lancer franc. Pour lancer franc, c'est raté là. Ah ouais, c'est une nouvelle. Pardon. C'est le seul successeur d'ailleurs. Non, bah on a notre dernier enfant qui vient de nous dire qu'il veut être champion de judo. Voilà. Ouais, moi j'étais au courant. Ah, t'étais au courant toi? Et depuis quand? Bah écoute, il m'a dit ça la semaine dernière. Donc il m'avait pas dit qu'il voulait être champion, mais il fallait qu'il prenne la relève puisque c'était le seul dans cette famille à faire du judo. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça m'inquiète parce que je sais ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est pas évident. T'aurais pu m'en parler quand même. Oui, on va jouer. Ouais. C'est bon, c'est une histoire passée, allez. C'est une histoire passée, d'accord. Ça te dérange qu'on en parle, c'est ça? Oui. Ouais, ça te gêne? Oui. Allez, papa, joue. Non, mais ça fait plaisir. C'est pour ça que je te dis ça. En plus, je savais dès le début. Dès le début de quoi? Que je voulais être comme toi. Ah bon? Oh là, ça va? Dans mon quiche. Ça va? Faut frotter. Moi je dis 2 lancers francs pour le quiche. Hein. Faut frotter. Voilà. Quand ça se casse la figure ou que ça s'éraffe un peu les mains, ça pleurniche un petit peu, mais pas trop. Quoi. Puis ça repart tout de suite. C'est voilà quoi. C'est comme ça, mais c'est bien. C'est qu'il n'y a pas de doudouille chez les douillets. En fait. Là, je les apprends un petit peu à la dure, quoi. Voilà. Oh, c'était pas beau ça? Ouais. C'était pas beau ça? À table. C'est Fred avec son téléphone, il est au top. Lui. Pour la première fois de la semaine, toute la tribu douillet est rassemblée à table. L'heure est à la détente, mais les activités de David le rattrapent, même pendant cet instant privilégié. Ton meilleur ami. Si, aussi le truc qui est pas normal aussi, qui est pas fréquent dans toutes les familles, c'est ça. C'est que le week-end, toutes les 5 minutes, même pas 5 minutes, ils sont au téléphone. Et le pire, c'est que eux ils ont le droit d'aller de sortir nous, et bon, blabla. Il y a le Et téléphone nous, qui sonne, 1 euro. Ah ouais, ça, pour nous on n'a pas le droit du tout. Oh oui, je montre l'exemple, tout ça, tiens. Ils plaisantent, mais ils le savent bien. David Douillet est un exemple. Un exemple qui peut parfois être écrasant pour certains, comme pour Myriam. À 13 ans, c'est la seule fille de la petite tribu. J'ai pas la volonté de mon père, quoi. Lui, il est plus persévérant dans son travail, et moi un peu moins quand même. J'ai pas confiance en moi, j'ai peur de mal faire, et puis après, tout tombe à l'eau, quoi. Je cherche pas à leur donner un exemple. Ils prennent ce qu'ils veulent. Le fait qu'ils aient pas confiance en eux, c'est normal aussi, parce qu'il y a une période qu'ils sont en train de vivre, qui est l'adolescence, où on se cherche un petit peu, et donc forcément, on n'a pas trop confiance en soi, n'est-ce pas, Mimi? Alors que moi, je sais, on sait tous, ici, autour de la table, qu'elle a une force de caractère, un des plus trempés de la famille, et un des plus durs, et un des plus forts. Et la confiance, elle l'aura, on l'acquiert tous d'ailleurs, cette confiance, au fur et à mesure de l'expérience de la vie. À la fin du repas, tout le monde se lève pour débarrasser.
Tout le monde, sauf David, et visiblement c'est habituel. Pour une fois, il allait se mettre à débarrasser, bah non. Non, j'assume. Tu vois, je vais même m'asseoir. Allez, à l'ancienne. Je l'ai suffisamment fait quand j'étais petit, à vous de le faire. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire que quand t'étais petit, il n'y avait pas autant d'assiettes à débarrasser aussi. Une famille nombreuse, David n'en a pas connu enfant. Élevé par sa grand-mère après la séparation de ses parents, il n'a aucun souvenir d'enfance de son père. Mon père, je l'ai connu à l'âge de 25 ans, donc j'ai pas beaucoup, tu vois. J'ai vécu sans père, quoi, en fait. Je l'ai connu vachement tard, mon père. Et c'est génial, d'ailleurs, maintenant. Je l'adore aussi. Mais la vie a fait que je l'ai connu très tard, quoi. J'ai quand même eu un exemple masculin jusqu'à l'âge de 11 ans, puisque malheureusement, mon grand-père est décédé quand j'avais 11 ans. Et ensuite, la force de caractère de ma grand-mère, femme dure, forte, bien campée, et puis aussi remplie d'amour et de valeurs, couplée par la pratique d'un sport avec des valeurs très éducatives, très structurantes, ont fait que ça n'a pas été un manque. J'ai eu un tuteur externe, quoi, qui a été cette discipline sportive. Mais l'absence d'un proche, David la vit actuellement. Alors que la famille savoure le plaisir d'être ensemble, quelqu'un manque à l'appel. Quelqu'un qui ne figure sur aucun des albums de photos de jeunesse de la famille. Ce quelqu'un, c'est le 4e enfant de David, le 6e de la fratrie, mais fils d'une 3e femme. Il s'agit de Christopher, âgé aujourd'hui de 16 ans. Un fils que David a découvert en 2000 et que l'on ne verra qu'ici et de dos. Depuis, il a vécu 1 an et demi dans la famille, mais il est finalement reparti. On en a parlé, ils ont compris, donc eux ils ont fait des efforts, Christopher aussi, etc. Parce que Christopher aussi était concerné, donc voilà, ça c'est un sujet, et puis ça a réglé les choses. En gros, il a eu un peu de mal à s'intégrer, et puis voilà. Puis il s'est aperçu qu'il était mieux chez lui. Enfin, chez sa mère plutôt, parce qu'il est ici aussi chez lui, mais chez sa mère. Je pense qu'il a eu du mal à s'adapter à tout ça, mais qu'il s'y adapte petit à petit et que quand il vient en vacances dorénavant maintenant, il sait comment ça se passe, qu'on est nombreux et que voilà, ça se passe de manière conviviale, mais il n'était pas habitué à tout ça, quoi, clairement. David et Valérie en sont persuadés, le temps permettra à l'ensemble de la famille de se retrouver. J'ai pas le sentiment qu'on vive dans une famille recomposée, quoi. Non, c'est pas 2 plus 2 plus 2, c'est 6. Point. Voilà. Allez Mathéo, on y va ? Réussir une vie de famille normale, voilà désormais en quoi consiste le nouveau défi de David Douillet. Peut-être le plus important. Mathéo, le fils de David Douillet, dit avec fierté qu'il aimerait suivre les traces de son papa. Un père et un fils qui font le même métier, qui ont la même passion, ça peut être une source de complicité et de partage, mais cela peut aussi engendrer des conflits, comme nous allons le découvrir dans ce reportage. L'histoire de Ted Lapidus, c'est l'histoire d'un père pris dans le tourbillon du succès et de la célébrité. Un père happé par la gloire, les défilés de mode, la beauté des mannequins, la frénésie d'une époque, les années 70, faite d'insouciance et de liberté. Un homme qui s'aperçoit aujourd'hui, à 77 ans, qu'il est passé à côté de l'essentiel, à savoir sa vie de papa. Alors au début des années 80, son fils, Olivier Lapidus, décide de suivre les traces de son père dans la mode et de créer sa propre marque. Mais il n'imaginait pas à ce moment-là que cela le priverait de son papa pendant près de 26 ans. 26 ans de guerre devant les tribunaux. Les associés de Ted, le père, sont allés jusqu'à interdire à Olivier, le fils, d'utiliser le nom de Lapidus sous peine de poursuite. Aujourd'hui, presque 30 ans après, Olivier, devenu père à son tour, a décidé de tendre la main à ce papa emblématique, ce personnage mythique qui vit une retraite dorée sous les palmiers de la Côte d'Azur. C'est là que Virginie Ledoux les a rencontrés. La Croisette à Cannes. Aujourd'hui, Olivier vient rendre visite à son père, Ted Lapidus, le célèbre couturier des années 70. Une rencontre encore impensable il y a quelques années. Le père et le fils sortent à peine d'une longue dispute qui les a éloignés l'un de l'autre. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils apparaissent ensemble à la télévision. Oh, bonjour.
À l'origine de leur dispute, un procès. Et pendant 26 ans de leur vie, un père et son fils sont devenus des ennemis l'un pour l'autre. On s'est disputé avec Olivier. On a eu des guerres avec ce garçon. Ah là là! Une guerre qui démarre en 1978. À l'époque, Olivier a 20 ans et veut devenir couturier comme son père. Refus catégorique de Ted et de ses associés. Ils lui interdisent le droit de porter le nom de Lapidus. Olivier n'est pas d'accord. Les hostilités sont déclarées. Les avocats se livrent à une guerre sans merci. Depuis moins d'un an, les deux hommes ont vraiment repris contact. Ted a aujourd'hui 77 ans, Olivier 48. 26 ans de vie gâchée entre un fils et son père. C'était très désagréable. Très désagréable. Olivier et moi, nous avons cette qualité, et je vous promets que c'est vrai, nous n'avons aucune rancune. On s'est engueulés comme un père et un fils, et puis on s'est réconciliés. C'est un petit peu le bateau ivre, c'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où un des piliers du temple n'est plus là, on n'a plus cette possibilité de se ravitailler en émotions comme un fils le fait avec son père, et donc on flotte tout seul. Une si longue dispute entre un père et son fils, cela laisse des traces. Ted et Olivier ont gardé des cicatrices indélébiles. Olivier vit aujourd'hui à Paris. Depuis un an, il peut signer ses créations Lapidus. Mais il n'a pas oublié le jour où on lui a interdit de porter son nom. À 20 ans, un huissier a frappé à ma porte. J'ai ouvert et il m'a dit « Monsieur, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus considéré comme un être humain, comme un individu, vous êtes une marque. Et on vous conteste le droit en tant qu'individu d'exister sous cette marque. » Du coup, pendant plus de la moitié de sa vie, Olivier a dû faire preuve d'imagination en termes de noms. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai eu plein de noms. Des noms rigolos. Olivier Robert, Olivier Verdier, Olivier Montagu, au Japon, c'est ça. Donc en fait, moi, j'ai passé mon temps à changer de nom. Récemment, en Chine, on m'appelait Monsieur Yo. Monsieur Yo, c'était quand même la catastrophe. Coucou. Salut, comment tu vas, mon petit trésor? Claudia est la tante d'Olivier. Elle s'est souvent occupée de lui quand il était enfant. Durant toutes ces années de disputes familiales, elle et lui sont toujours restés très proches. Ton charmeur de père, malheureusement, oui. il n'a pas toujours été présent à cause de son travail, mais c'était un père très aimant. Avant de se lancer dans le prêt-à-porter, Ted a lui aussi vécu une rupture familiale. Son père, Robert, a été déporté pendant la guerre et il n'est jamais revenu. C'est avec son frère Bernard que Ted s'est lancé dans la couture. Les deux frères décident de viser une clientèle de noctambules. Ils vont jusqu'à couper leurs costumes en boîte de nuit. Très vite, ils deviennent les tailleurs incontournables du Tout Paris. Au début des années 70, Ted Lapidus se fait un nom. Il lance la mode unisexe qui peut se porter dans la rue. Moi, je suis un couturier qui prétend que la haute couture, c'est-à-dire ce raffinement, doit être accessible à tout le monde. Charles Aznavour, Jean-Claude Killy ou même John Lennon, les plus grandes stars de l'époque s'habillent aussi chez lui. Ted Lapidus connaît le succès, les paillettes, l'argent. Pourtant, sa réussite n'est pas complète. J'ai réussi ma vie professionnelle et pas ma vie d'homme. Olivier n'a qu'1 an et demi lorsque son père quitte le domicile conjugal. Le fils de Ted a vécu une jeunesse dorée, mais avec un père absent. Il passe toute son enfance en pension et quand il en sort, c'est pour retrouver sa maman. Tu veux que je t'aide, Lapidus? Oui. Pas drôle. Voilà ma première femme, la mère d'Olivier. Ça, c'est maman. Et c'est une photo que je ne connais pas de ma mère. Elle était sublimissime. Viens petite. Cette ancienne Miss France n'a pas été la seule conquête de Ted. Il se définit lui-même comme un véritable homme à femme. Et il n'en a oublié aucune, au point de leur écrire des poèmes. J'aimais toutes ces femmes, et les autres aussi, car être leur complice vous mène au paradis. Séducteurs tous les deux? Moi. Un peu. Moi, je suis un amateur, c'est un professionnel. Séducteur peut-être, mais le véritable point commun entre le père et le fils, c'est évidemment la couture. Olivier est né dans les tissus. Il dessine ses premières robes à 7 ans
et a toujours eu la volonté d'exercer le même métier que son père. Le même métier, au début, mon père n'était pas tout à fait chaud. Hein. Il aurait rêvé que je sois médecin, avocat. Mais non, je crois qu'il a maintenant accepté cette histoire-là. Aujourd'hui, Olivier Lapidus a gagné ses galons de couturier indépendant, mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. Il veut réussir là où son père a échoué, c'est-à-dire sa vie familiale. Et les priorités d'Olivier, ce sont elles, Yara, son épouse, et leurs 2 filles, Koukla, 6 ans, et Mila, 3 ans. On se calme, on écoute son papa. Blop. Non, papa, on n'écoute pas. Si. Non. Si. Non. Non, arrête, vraiment, c'est pas drôle. Papa est un clown. Il est un clown. Pourquoi il est un clown, papa? Parce qu'il est rigolo. Et Olivier se donne les moyens de privilégier sa vie de famille. Toutes ses créations de couture, c'est chez lui qu'il les réalise. Olivier en a voulu à son père, de ses absences comme de ses années de disputes. Il ne veut pas infliger le même traumatisme à ses propres enfants. Moi, j'ai une éducation assez décousue. Je suis allé beaucoup en pension, donc je fais le contraire. Donc moi, mon réflexe aujourd'hui, c'est de jamais mettre, j'espère, hein, mes filles en pension, de les garder vraiment avec moi. La semaine à la maison, le dimanche en famille, Olivier semble avoir trouvé un équilibre entre sa profession et son rôle de père. Un équilibre qu'il souhaite maintenant transmettre à ses enfants. Et visiblement, pour ce papa plutôt gâteau, rien n'est trop beau pour ses 2 filles. Moi, je leur souhaite surtout de follement s'amuser et d'être heureuses d'avoir une vraie enfance. Voilà. C'est oui à tout, Olivier. C'est vrai. Ah bon, c'est une grande chance pour elle. Maman, c'est qui? J'essaie d'être un peu sévère quand même. Hein. Je relativise ce que vient de dire Yara. Hein. De temps en temps, il y a des petites crises, mais avec les filles, c'est pas facile pour les papas. Hein. Je signale. Depuis leur réconciliation, Yara vient également voir son beau-père, Ted, à Cannes. Inutile de dire qu'elle n'a pas eu trop de mal à conquérir le séducteur qui est resté Ted. Elle est fantastique. C'est la classe. Tu ne trouveras jamais une perle comme ça. Et Yara, voilà ce que j'en fais. Le clan Lapidus s'est ainsi recomposé. Père et fils ont enterré la hache de guerre. Et ils peuvent enfin se dire ce qu'ils ne s'étaient jamais dit. Quand on aime son fils, ou quand on aime son père, dans le fond, au-dessus des engueulades, quelquefois tristes, qui font mal, le passé, c'est une page qui tourne. Si c'était à refaire, on pourrait faire différemment. Pas pour le résultat, parce que le résultat, je le garde tel qu'il est, mais sur le chemin, j'aurais voulu plus le voir, plus l'avoir pour moi, plus l'avoir avec moi. Et aujourd'hui, les 2 anciens meilleurs ennemis ont surtout du temps à rattraper. Une belle histoire de réconciliation qui montre que malgré les conflits, les désaccords, les séparations, un père reste toujours le principal repère. C'est tellement vrai entre ces 2 hommes qu'après 26 ans de bataille juridique, Olivier a pardonné et il cherche de nouveau l'approbation de son père, à qui il montre désormais toutes ses nouvelles créations qu'il peut enfin signer depuis 1 an de son propre nom. Avoir un père célèbre, ce n'est pas toujours facile, on vient de le voir. De nombreux conflits entre les stars et leurs enfants ont été rendus publics à la suite de disputes spectaculaires ou de règlements de comptes par médias interposés. Souvenez-vous, Guillaume Depardieu, il a publié un livre réquisitoire contre son père Gérard, ou Anthony Delon, qui fait aujourd'hui la fierté de son papa, mais qui a connu lui aussi des années de conflits. Alors retour en images avec Frédéric Pruchon sur ces papas dont le nom est parfois vraiment très lourd à porter. A priori, avoir un papa célèbre, ça peut faire rêver. Après tout, être fille ou fils d'eux, c'est quand même le meilleur moyen pour accéder facilement à la notoriété. Et pourtant, pour ces enfants, la vie n'est pas toujours rose. Et l'héritage peut être même parfois particulièrement lourd à porter. Voilà mon fardeau.
Fardeau, handicap ou problèmes divers à régler, les enfants de stars peuvent avoir du mal à vivre la célébrité de leur papa. Pour en savoir plus, nous sommes allés demander leur avis à Agathe Godard, journaliste et amie intime des People, et au psychiatre Serge Effez, spécialiste du malaise des adolescents. Quand on a un père qui est quelqu'un de célèbre, d'en vue, surtout au jour d'aujourd'hui où la célébrité est tellement importante, où tout le monde en rêve finalement, tout le monde aspire à ça, eh bien c'est une barre qui est évidemment très très haut. Alors d'un côté, ça facilite les choses parce que c'est évidemment plus facile d'être le fils de Depardieu ou de Delon ou un autre pour réussir dans le cinéma, pour avoir des relations, pour être connu. Mais en même temps, c'est une arme à double tranchant parce que ça veut dire que toute sa vie, on va porter cette comparaison. Pas d'erreur possible, il s'agit d'Alexandre Brasseur. Et pour ce jeune comédien, fils de Claude, les journalistes ne peuvent s'empêcher de lui poser toujours la même question. Qu'est-ce que tu penses tenir de ton père et qu'est-ce qui n'a rien à voir? Qu'est-ce que je tiens de mon père? Son grain de beauté. Inversé. Et c'est pour éviter ce genre de questions pesantes et imposer leur propre univers que certains, pour se faire un prénom, préfèrent changer de nom, ou presque, comme Arthur H avec un H pour Higelin, ou M alias Mathieu Chédid. Au début de sa carrière, Vincent Cassel a longuement hésité avant de changer de nom. Mais il s'est finalement ravisé sur les conseils de papa. Les adolescents, ils sont à la recherche de leur identité. Donc quand en plus, ils se disent mon identité, ça va être très difficile de la trouver parce que j'ai un nom écrasant à porter, ils se sentent, mais c'est une charge énorme sur leurs épaules, je crois. Plus le père est charismatique et plus c'est compliqué pour le fils. C'est l'épreuve qu'a enduré Anthony, fils de la star Alain Delon. Leurs rapports sont longtemps restés conflictuels. Alain ira jusqu'à s'expliquer sur cette relation houleuse lors d'une allocution quasi présidentielle. Les rapports entre Alain Delon et son fils sont les rapports de chaque père avec un enfant. À ceci près, avec une toute petite pointe de différence, c'est que je suis un personnage public. Je suis, comme l'a dit Alain Jérôme, une star. C'est souvent difficile d'être le fils d'une star parce qu'on voudrait exister par soi-même, on voudrait s'affirmer, on voudrait se réaliser. Et ça fait que des rapports peuvent être tendus et peuvent être difficiles. Mais pas plus qu'entre tous les pères et tous les fils, ou toutes les mères et toutes les filles du monde, je vous l'affirme. En 1983, Anthony devient la vedette de sa famille, mais à la rubrique Faits divers. Et avec un nom pareil, forcément, toute la France en parle. Anthony Delon, le fils de l'acteur, présenté aujourd'hui au parquet de Versailles. Il avait été interpellé en compagnie de l'un de ses amis à bord d'une BMW volée. Dans la voiture, un pistolet volé lui aussi. Marqué par l'indifférence de son père à son égard, Anthony a donc choisi un moyen comme un autre ou presque de se faire remarquer. Pour le psy, ça pourrait être un cas typique d'autodestruction. Il y a dans le processus d'autodestruction quelque chose, tout à fait inconsciemment, qui cherche à entraîner son parent dans la même autodestruction. C'est-à-dire que c'est « je détruis mon image pour détruire la tienne et pour montrer à tout le monde que tu n'es pas cet individu magnifique et merveilleux que tout le monde croit que tu es ». Depuis sa naissance, on répète sans arrêt à Anthony qu'il est le fils d'Alain Delon. Ça a pris du temps, mais il a fini par accepter l'idée. Et chez les Delon, aujourd'hui, tout va bien. Non, aujourd'hui, c'est plutôt chez les Depardieu que les rapports au père sont compliqués. Depuis qu'ils sont devenus comédiens, nous savons tout des brouilles de Julie, mais surtout de Guillaume, à l'égard de leur père. Car quand les personnages sont publics, les disputes le sont aussi. Dans ces situations où les enfants, finalement, se mettent sous les feux de la rampe pour régler leurs comptes avec leurs parents, c'est que c'est des enfants qui ont grandi là-dedans. Donc forcément, quand ils sont dans la rébellion de l'adolescence, quand ils ont des comptes à régler avec leur père, eh bien pour eux, c'est des comptes publics. Bon, Guillaume n'est pas forcément d'accord avec cette idée, mais quand il le dit, c'est toujours sur un plateau télé. J'ai jamais eu besoin de la presse pour dire des choses à mon père. J'ai dit, va te faire foutre quand j'avais déjà 6 ans et demi, quoi. Guillaume était un enfant déjà hypersensible et il avait beaucoup de mal, déjà à l'école, à supporter de s'appeler Depardieu parce que ses copains ricanaient un peu du fait que son père faisait des films où on le voyait à poil. Ça le mettait dans un état très mal, quoi, et il le vivait mal. Un malaise dont le père a toujours eu conscience. Mais bien entendu, mais moi j'ai toujours compris. Le drame, c'est que j'ai compris et j'ai fait... mais simplement, on ne peut pas changer les rayures du zèbre, alors je m'applique, comme je m'applique toujours, mais que autant une femme naît mère, autant un homme devient père. Et un père n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et il y a un truc, par exemple, je me souviens, Guillaume, il a toujours eu horreur des montres, il ne porte pas de montre. C'était son anniversaire, Gérard lui avait offert une sublime montre. Et pour lui, c'était
non seulement ça lui a pas fait plaisir, mais c'était une chose qui prouvait que Gérard n'était pas à l'écoute de ses désirs, de ce qu'il aimait, qu'il ne savait pas qui il était puisqu'il ne portait pas de montre. Alors... Gérard semble donc être un père maladroit et sa fille Julie s'en est aperçue. Le César est attribué à Julie Depardieu pour la petite Nuit des Césars 2004, élue meilleur espoir et meilleur second rôle, c'est la soirée de Julie Depardieu. Voulant la féliciter, son père surgit sur scène accompagné du fils de Maurice Pialat. Voilà mon fardeau. Hein. Et très vite dans la salle, il y a comme un malaise. Voilà, bonsoir mademoiselle, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis tellement heureux. Je veux pas faire Gainsbourg. Non. Je peux pleurer. Bonsoir. Elle n'a pas vraiment vécu profondément mal. C'était un incident qu'elle a trouvé, elle l'a trouvé lourd. Ça fait longtemps que je suis pas venu là. À mon avis, ça aurait été Guillaume, ça aurait été beaucoup plus dramatique. Ça aurait été beaucoup plus violent. À l'image de Guillaume Depardieu, la violence s'exprime aussi par la littérature, une sorte de thérapie qui n'est pourtant pas recommandée par notre spécialiste. Ça produit un mouvement dans le public où effectivement ils gagnent une célébrité, eux aussi. Ils sont sous les feux de la rampe pendant un moment, mais en général c'est très court, hein, le temps, ça dure 6 mois, ça dure 1 an, et puis après ils retombent dans l'oubli. Ça veut dire que ça n'a fait qu'amplifier le fait qu'ils n'existaient que comme fils d'eux ou filles d'eux, ce qui est justement leur problématique. Et pourtant, cette mode de livre-témoignage s'est largement répandue ces derniers temps. Pas forcément une thérapie donc, mais au moins un business qui rapporte. On le surnomme Spider-Man, l'homme araignée. Et pour un papa, avoir le nom d'un super-héros, c'est plutôt la classe. Mais le personnage que vous allez découvrir maintenant n'est pas forcément le papa dont on rêve. Depuis 12 ans, Alain Robert grimpe à main nue, sans assurance et sans droit à l'erreur, les gratte-ciel du monde entier. Vous avez sans doute déjà vu à la télévision ou dans les journaux ces images spectaculaires de la tour Montparnasse à la tour Eiffel, en passant par les tours de Caracas, de Tokyo ou de Mexico. Alain Robert enchaîne les exploits devant des milliers de spectateurs et devant les caméras du monde entier. C'est aussi comme ça qu'il gagne sa vie, puisque certaines villes ou certaines grandes sociétés font appel à lui pour créer l'événement et pour attirer l'attention. À 12 ans, en fait, il avait oublié une fois ses clés chez lui et il a décidé, contre toute raison, de rentrer à la maison en grimpant les 8 étages de son immeuble. C'est ainsi qu'est née cette étrange passion. Aujourd'hui, Alain Robert a 43 ans et ses 3 enfants ont bien du mal à supporter de le voir risquer sa vie régulièrement. À Pézenas, dans le sud de la France où il réside, nous avons rencontré cette famille qui nous parle de son quotidien avec ce papa trompe-la-mort. Alain Robert, 42 ans. Signe particulier, champion du monde incontesté de l'ascension extrême. À son palmarès, les 75 tours les plus hautes du monde sur les 5 continents, escaladées à main nue sans corde de sécurité pour un maximum de sensations fortes. C'est ma vie, c'est mon mode de fonctionnement, c'est grimper, voyager, prendre des risques. Waouh! C'est cassant. Des plus célèbres monuments parisiens comme la Tour Eiffel ou l'obélisque de la place de la Concorde au plus haut building de New York, Alain Robert grimpe sur tout, mais surtout sans aucune autorisation. Après le triomphe de la victoire au sommet, c'est invariablement encadré par la police et les menottes aux poignets qu'Alain Robert reprend contact avec le sol et la réalité 400 mètres plus bas. It's crazy, crazy. I'm a French free climber. You've heard of the Spider-Man cartoon character. Well, you're about to meet his human equivalent. Du pain béni pour les télés du monde entier. 75 tours et monuments escaladés, presque autant d'arrestations et des milliers de dollars d'amende à la clé, c'est pourtant en homme toujours libre qu'Alain Robert rentre chez lui à Pézenas, dans le sud de la France. Moi, mon truc, c'est l'aventure, c'est de rencontrer les gens. Par contre, être ici, c'est aussi important parce que c'est quand même là où ma femme est en permanence. Il y a mes gamins aussi, c'est là où on se retrouve. Donc, en fait, c'est un équilibre entre le voyage et être avec ma famille. Dans cette maison vivent les personnes les plus concernées au monde par les exploits impossibles d'Alain Robert. Nicole, sa femme et leurs 3 enfants. Ce week-end, le grimpeur retrouve 2 de ses fils, Julien, 18 ans, et Lucas, 11 ans. J'accepte Alain comme il est, avec sa passion, c'est tout. C'est une passion, c'est aussi ma façon de gagner ma vie. Oui, à travers ta passion. À travers ma passion, on est d'accord. Car parfois, Alain Robert fait payer ses escalades.
Comme ici, en février 2003, aux Émirats Arabes Unis. Le Spider-Man français devait présenter une conférence sur le dépassement de soi. La National Bank d'Abu Dhabi lui a demandé de gravir les façades de son propre immeuble. Annoncé à grand renfort médiatique, l'exploit va attirer 120 000 spectateurs. Du jamais vu. Mais pour sa famille, les exploits de papa, ce sont d'abord des images à la télévision. Des images qui impressionnent toujours. Et pourtant... Regarde ces images au Verdon, c'est canon. 300 mètres de gaz. Toi, par exemple, Julien, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Rien à penser. Parce que c'est comme ça, depuis que je suis né, tu grimpes. Toi, pour toi, ça fait partie de... C'est la routine, c'est le rond, c'est normal. Et toi, ça te fait peur des fois, un petit peu? J'ai jamais regardé grimper un building entier. Sinon, quand je regarde, c'est des cassettes. Ouais, donc c'est... En fait, quand tu regardes les cassettes, au moins, tu sais que je suis toujours en vie. Bah ouais. Mais derrière cette apparente lassitude, il reste le souvenir terrible des images passées. Le temps passe et efface les choses banales comme les choses extraordinaires, comme le chagrin, comme la peur. Et la crainte de celle à venir. Finalement, le plus dur, c'est pour ma femme et pour mes enfants, parce que c'est eux qui sont dans l'attente. Alors que moi, finalement, j'ai le meilleur rôle, je grimpe. Si en particulier, il y a des moments où c'est très compliqué, pendant une fraction de seconde, je me remémore que je suis là, qu'il ne faut pas déconner et que tomber ne fait pas du tout partie des options. Qu'il y a une femme, il y a 3 enfants et en l'occurrence, il faut que je m'accroche. Que je m'accroche à la paroi parce que je m'accroche à la vie, parce que je veux vivre. Alors forcément, Alain et Nicole tentent de préserver leurs enfants au maximum. Ma mère ne nous prévient pas, alors... Et après, il appelle mon père dès qu'il a fini. Et là, on sait qu'il n'est pas tombé, voilà. Car après 30 ans de folie verticale, on pourrait croire qu'Alain est indestructible. Mais ce n'est qu'un homme. 82, je me suis cassé la figure tête la première. Je suis tombé de 15 mètres et j'ai atterri sur les poignets. Fracture ouverte et complète, j'ai perdu beaucoup de sang. La tête a tapé, j'étais dans le coma. En tout, Alain Robert a chuté 7 fois dans sa carrière. Déclaré physiquement invalide à 60%, ses accidents à répétition ont aggravé son rapport au vide de la plus étrange des manières. J'ai eu un incident fâcheux, je suis tombé sur la tête avec une fracture du crâne et là depuis à peu près maintenant une quinzaine d'années j'ai des problèmes d'oreille interne gauche et par contre maintenant je souffre du vertige. Star mondiale aux centaines de milliers de fans sur toute la planète, Alain Robert est devenu un symbole vivant de liberté. Une philosophie qu'il n'a cessé d'inculquer à ses propres enfants dès leur plus jeune âge. Mais il y a un revers à la médaille. Alain a du mal à imposer son autorité. Aujourd'hui, 2 de ses enfants ont décliné son invitation au restaurant. Ça se retourne contre moi dans un sens, puisque aujourd'hui, moi je suis la personne qui finalement fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire. Et puis aujourd'hui, Hugo, Julien et un peu moins Lucas, quand eux ont décidé aussi de ne pas participer, ils le font et ils le font bien. Ah, l'exemple paternel. Dès 2 ans, sur les traces de son père, Lucas a commencé à montrer d'indéniables aptitudes pour la verticalité. C'est vrai, c'est marrant de revoir ces images. C'était l'âge de l'insouciance. Quand tu avais 2 ans et que tu t'accrochais et que tu grimpais au tuyau de la cuisine, c'est pas moi qui t'ai conseillé. Non, il s'amusait en fait, c'était un jeu. Mais en grandissant à l'ombre des exploits insensés de son père, 9 ans plus tard, Lucas a pris une telle conscience du danger que pour lui, l'escalade est devenue un jeu où il est question de vie ou de mort. Quand t'es petit, fais ce que ton père fait. Alain en est conscient. Il n'est pas forcément un exemple à suivre. J'y arrive pas. J'ai pas du tout envie que mes gamins suivent mes traces. Spontanément, je préfère qu'ils fassent pas d'escalade. J'y arrive pas. Toi, t'as pas envie de grimper en définitive. J'ai envie de faire un autre métier. T'as envie de faire un autre métier. Et t'aimerais faire quoi plus tard alors? Boulanger. Boulanger, donc tu vois, c'est pas du tout le même. Au lieu de tenir des prises, tu tiens de la farine, ça ressemble un petit peu. Hein? Mais pourtant, son papa reste son papa, où qu'il soit, quoi qu'il fasse demain, sur les plus hauts gratte-ciels du monde. Quand j'entends dire que mon papa il est fou, c'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas forcément un cadeau d'avoir un papa qui grimpe des gratte-ciels sans corde,
qui va en prison, c'est pas facile. Dans quelques instants, nous allons entrer dans l'intimité de l'une des familles les plus secrètes de France. Et puis nous découvrirons un incroyable papa, Dida, champion de boxe, élevé dans les cités et la galère, qui transmet des valeurs d'exigence et d'effort à ses 2 enfants. Alors voici maintenant l'un des papas les plus riches du monde. Selon le classement du magazine américain Forbes, le prince Al-Walid est en effet la 5e fortune mondiale. Pétrole, industrie, chaîne de télévision, il est à la tête d'un empire qui s'étend dans le monde entier. Mais ce qu'il nous dit, c'est que sa plus grande richesse à lui, ce sont ses 2 enfants. Khaled, 28 ans, et Rem, 24 ans, les 2 grands amours de sa vie, dont les initiales sont d'ailleurs gravées sur son Boeing 747 et sur son yacht stationné à Cannes. Après des études dans les plus prestigieuses universités du monde, les 2 enfants travaillent maintenant avec leur père dans sa société en Arabie Saoudite et ils résident dans le palace familial qui ne comporte pas moins de 317 pièces, c'est tout. Toujours pressé et légèrement excentrique, le prince déjeune tous les jours à 20h, dîne à 5h du matin et emploie pour son seul service à domicile plus de 200 personnes. Alors dans ces conditions, comment garder les pieds sur terre pour l'éducation de ses enfants? Explication avec David Calvé. Son visage et son nom ne sont pas forcément très connus, et pourtant le prince Al-Walid est l'un des 5 hommes les plus riches de la planète. Et ce prince saoudien possède tous les signes extérieurs de richesse d'un milliardaire hors du commun. L'un des plus beaux yachts du monde, plus de 200 voitures et plusieurs avions privés, dont ce Boeing 747 aménagé spécialement pour lui. Au total, une fortune estimée à plus de 20 milliards d'euros. On parle de 20 milliards d'euros, mais ça représente la totalité de ce que j'ai. Mes revenus annuels, c'est 500 ou 600 millions de dollars, et ça se dépense, c'est sûr. Je dépense beaucoup d'argent, c'est sûr, mais l'important, c'est que je sois heureux, que les gens autour de moi le soient et que ma famille soit heureuse. Et sa famille, ce sont avant tout ses 2 enfants, Khalid, âgé de 28 ans, et Rim, 24 ans. En janvier 2004, le prince traverse la planète pour assister aux États-Unis à la remise de diplôme de sa fille. Rim, diplômé d'une prestigieuse école américaine, tout comme lui, 25 ans auparavant. Il n'y a pas de mots pour le dire. J'ai ma famille autour de moi et c'est fantastique. Je suis très fier de Rim, c'est quelqu'un de bien. Et maintenant qu'elle est diplômée, elle pourra venir travailler avec moi et avec son frère. Aujourd'hui, ses 2 enfants travaillent à ses côtés. Et c'est ici qu'ils résident. Nous sommes à Riyad, en Arabie Saoudite. Une demeure conçue comme un palais des 1001 nuits. 317 pièces, une quinzaine de salles à manger, mais aussi un salon de coiffure et une salle de sport. Une résidence de grand luxe que le prince estime avoir méritée. Je n'éprouve aucune culpabilité. L'argent que j'ai, je l'ai gagné durement. Personne ne m'en a fait cadeau, donc je n'ai pas à me sentir coupable. Car sa fortune, Al-Walid n'en a pas hérité. À 20 ans, il se lance dans les affaires. Sa stratégie, acheter et vendre des entreprises. Aujourd'hui, à la tête d'une holding qu'il a lui-même fondée, il possède des parts dans de nombreuses multinationales et dans tous les secteurs. La banque, l'immobilier, les nouvelles technologies, mais aussi l'hôtellerie de luxe comme l'hôtel Georges V à Paris, ou encore un célèbre parc d'attractions dont il possède 10% des parts. Et le prince est aussi un milliardaire reconnu et courtisé par les plus grands. Ces 10 dernières années, il a rencontré plus de 120 monarques et chefs d'État. Musulman pratiquant et favorable à un islam ouvert, Al-Walid est chez lui partout, en Orient comme en Occident. J'ai de bonnes relations en Occident comme en Orient, et pas seulement dans mon pays, ma région. Je compte m'en servir pour établir des passerelles entre les 2 mondes dans la mesure du possible. Et pour veiller à ses affaires aux 4 coins de la planète, le prince est sans arrêt en déplacement. Un rythme soutenu que doit suivre son entourage, y compris ses enfants. Et même en vacances, leur père est constamment au travail. Pour eux, les affaires font partie intégrante de la vie familiale. Il y a forcément une différence entre la relation père-fils et la relation employeur-employé. Au bureau, c'est lui le patron, bien sûr. Je n'oublie pas pour autant qu'il s'agit de mon père, mais je préfère que les choses soient claires, ça me convient très bien. Travailler avec ses enfants, un moyen pour le prince de toujours rester proche d'eux. Dans sa jeunesse, Al-Walid a vécu un traumatisme. Il n'a que 5 ans lorsque ses parents se séparent.
À l'époque, il est déchiré entre son père qui vit en Arabie Saoudite et sa mère qui vit au Liban. J'ai toujours voulu qu'ils restent ensemble, bien sûr, comme n'importe quel enfant qui veut rester aux côtés de son père et de sa mère. Mais ça ne s'est pas passé comme ça et j'ai dû partager mon temps entre mes deux parents. Al-Walid vit la plupart du temps avec sa mère à Beyrouth. Il a pris parti pour sa mère. La plupart du temps, il a pu être mal vu pour ça. Du coup, il n'a pas forcément joui des mêmes privilèges que les autres jeunes princes saoudiens. Et les rapports avec son père n'ont pas toujours été simples. Enfant, Al-Walid sèche souvent l'école et fugue même plusieurs fois du domicile paternel. Pour me chercher, un jour, mon père avait envoyé 6 ou 7 personnes dans Riyad. En fait, je me suis dit, je veux aller dans un endroit où personne ne pensera aller me chercher. Je suis allé dans ma chambre à coucher dans la maison de mon père. J'y suis resté un moment et je pense qu'ils m'ont cherché partout, sauf ici. C'est vrai qu'à l'enfance ou à l'adolescence, il pouvait être parfois assez diabolique. Finalement, les relations entre Al-Walid et son père ont mûri avec le temps, notamment quand il est devenu père à son tour. Mais l'importance de sa famille pour le prince a pris une nouvelle dimension en 1993, lorsque son fils a été victime d'un terrible accident de jet-ski. J'étais sur mon jet ski et j'ai fait un mouvement que j'avais déjà fait 1000 fois auparavant, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi cette fois. Je me suis fracturé le crâne et le côté droit de mon corps est resté entièrement paralysé. Commotion cérébrale, fracture du crâne, paralysie, le choc est d'une rare violence. Les médecins pensent alors que le jeune Khalid ne marchera plus jamais. La première fois que je me suis levé, j'avais une canne et j'ai vu mon père s'en aller. Je ne comprenais pas pourquoi il s'en allait, il est allé dans le couloir. Il avait la tête baissée et il pleurait. C'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Aujourd'hui, Khalid et Rim vouent une admiration sans borne à leur père. Un père hors norme, capable sur un coup de tête de s'acheter un avion, comme d'apprendre à skier à l'âge de 40 ans, juste pour leur faire plaisir. Un père surtout qui, malgré ses milliards, leur assure qu'ils sont tous les deux sa plus grande richesse. Il accorde toujours du temps à sa famille. C'est incroyable comme il arrive à tout gérer. Il y a un proverbe arabe qui dit « Rien ne vous gratte le dos comme vos doigts ». Eh bien, ces deux-là, ce sont mes doigts, ma tête, mon âme et mon cœur. Pas facile de préserver le désir chez ces enfants quand on peut absolument tout leur offrir. En tout cas, tous ceux qui ont rencontré la fille et le fils du prince Al-Walid peuvent en témoigner. Ils ont décidé, malgré la fortune de leur père, de mener leur propre carrière et de construire leur vie. Le plus beau cadeau, sans doute, que ce père hors norme aura pu faire à ses enfants, c'est de leur donner justement cette volonté-là. Alors, Dida, le papa que vous allez découvrir maintenant, il a un parcours très exceptionnel. Abandonné par ses parents, il a grandi dans une cité en banlieue parisienne. Galère, prison, et puis Dida découvre à 18 ans la boxe et il part dans des camps d'entraînement en Thaïlande. Là-bas, il apprend à se battre dans des combats clandestins au cours desquels de jeunes hommes risquent souvent leur vie pour quelques dollars à peine. C'est ce sport extrêmement violent qui, paradoxalement, lui sauve la vie. Depuis, il a été 11 fois champion du monde de boxe thaï. Alors, quand on a vécu un tel parcours, quel père peut-on devenir? Dida, bien qu'il n'ait pas connu le sien, est extrêmement présent auprès de ses propres enfants. Présent, mais on peut le dire aussi incroyablement exigeant. Ryan, 10 ans, a 16 de moyenne à l'école, 2 ans d'avance et il se prépare à une carrière de footballeur au PSG. Quant à Liam, 5 ans, il sait déjà lire, écrire, compter. Voici donc un reportage de Stéphane Trichard sur une famille très attachante. Nous sommes à Djerba. C'est ici que Dida a choisi de passer une semaine de vacances en famille. Un moment privilégié consacré à sa femme, mais surtout à ses 2 enfants, Ryan, 10 ans, et Liam, 5 ans. Car aujourd'hui, pour l'ancien champion, son rôle de père a une résonance particulière. Je ne peux pas vivre sans mes enfants, c'est impossible. Il n'y a pas une heure dans la journée où je ne pense pas à mes enfants. Il n'y a pas une heure qui passe dans la journée où je ne pense pas à Ryan ou à Liam. Impossible. Je les aime trop. Je les aime trop. Un père aimant et attentionné, à 1000 lieues de l'image que le même Dida pouvait donner sur un ring. Mais dans sa vie, Dida a traversé des moments difficiles. Abandonné très tôt par ses parents,
Dida grandit dans une cité de banlieue, avec sa grand-mère pour seule famille. Ce qui m'a manqué à cette époque, sûrement l'amour d'un père, sûrement. Et à l'époque, le jeune Dida ne peut compter que sur lui-même. Dans ta cité, dans ta banlieue, il n'y a rien qui se passe pour toi. On fait rien pour toi, tu dois te démerder tout seul. C'est avec la boxe thaïlandaise qu'il va s'exprimer. 11 fois champion du monde, Dida a mûri dans la sueur et sous les coups. Son histoire, Dida l'a racontée dans Chokdi, un film dont il est à la fois le scénariste, le producteur et l'acteur principal. Un film qui ne cache rien des épreuves qu'il a endurées, et notamment certains épisodes de sa jeunesse. Adolescent, Dida aurait pu mal tourner. Plusieurs fois condamné pour délinquance, il a même passé quelques mois en prison. J'ai vécu des situations dures et je me suis promis que ça ne se renouvellerait plus. Mais vraiment, tu vois, vraiment. Et aujourd'hui, c'est avant tout à ses enfants qu'il pense. En vacances, Dida n'est plus une terreur des rings, simplement un papa plein de tendresse, ce père qui lui a tant manqué dans sa jeunesse. C'est avec ses enfants que Dida comble ce manque. Moi, je m'épanouis à travers eux, parce que je redécouvre des choses, que ce soit des fêtes de Noël, que ce soit des anniversaires. C'est des fêtes que je découvre à travers mes enfants. Il y a Liam qui veut vous chanter une chanson. Oui. Alors? Bamba, se necesita la potaligliacia. Bamba, se necesita la potaligliacia. Bien l'espagnol, hein? Mieux que quiconque, Dida sait savourer ses moments privilégiés. Et Ryan et Liam sont particulièrement fiers de leur champion de père. C'est un exemple à suivre. Bah, il a eu un beau parcours, il a fait un beau parcours, encore maintenant, donc voilà. Dida a raccroché les gants depuis plusieurs années. Il est désormais chef d'entreprise. En 2000, il crée sa propre marque de sportswear. Vendue aux États-Unis et en Asie, elle s'étend aujourd'hui en Europe. Une réussite qu'il doit à Akima, sa femme depuis 20 ans, qui travaille à ses côtés. C'est avec elle qu'il a trouvé un équilibre. Et dans leur société comme à la maison, Dida et Akima ont su se répartir les tâches. C'est vrai que c'est plus moi qui suis derrière les enfants, au quotidien, on va dire. Ouais, le mauvais rôle, c'est plus moi quand même. Et puis lui, il est quand même plus cool avec ses enfants. Moi, parfois, j'interdis des choses. Lui, il va me dire, vas-y, laisse, c'est pas grave. Elle est très très forte, Akima. Et puis elle a cette malchance de me connaître depuis que j'ai 14-15 ans, donc elle me connaît un petit peu bien. Au travail ou en tant que maman, elle est incroyable. Tous les mercredis, Dida abandonne son entreprise et consacre son après-midi à ses enfants. Son rôle principal, c'est papa. Un papa particulièrement fier de ses fils. Ça a été l'école? Ryan, l'aîné, a 2 ans d'avance à l'école. Et comme son père, il veut être le meilleur dans tout ce qu'il fait. Alors, ça a donné quoi? Parce que Ryan, il a 10 ans, il est quand même en 5e, donc il est quand même assez mature sur plein de choses. Et il a une moyenne de 16 générale. Donc en 5e, c'est pas mal. Hein. Et c'est vrai que le mercredi, je fais en sorte d'être présent et de l'emmener au foot, ouais. Parce que j'aurais voulu que mon père, des fois, soit avec moi, qu'il m'emmène au foot et qu'il s'occupe de moi, mais voilà. Il aurait aimé que son papa se soutienne. Tu te rends compte de la chance que t'as, en fait, c'est ça? Excellent élève à l'école, Ryan l'est aussi dans le foot. À 10 ans, il a déjà intégré l'un des clubs les plus prestigieux, le PSG, et il est capitaine de son équipe. Une fibre de sportif qu'il tient sans aucun doute de son père. J'ai envie d'être comme lui. Ce qu'il a fait, j'ai envie de le faire. Mais dans le foot. Il a commencé à rentrer dans l'univers de la boxe, tout ça. Ça a marché, il s'est entraîné. Et ça a payé.
Liam, le petit dernier de la famille, est aussi une graine de champion. Natation et athlétisme toutes les semaines. Et à 5 ans, Liam sait déjà lire, écrire et compter. Tout comme son frère Ryan, il veut toujours bien faire. Ils sont vraiment toujours soucieux de bien faire et vraiment toujours appliqués, aussi bien à l'école que dans le sport. Ils cherchent vraiment à bien faire les choses. Oui, tu as bien fait les exercices. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bien ou très bien, alors il a dit très bien. Est-ce que tu es content? C'est vrai ça? Est-ce que je vais avoir un bisou alors? Quand Liam et Ryan sont nés, quand la dame elle les a appelés pour les emmener, tu sais, pour faire les tests comme ça, et je regardais mes 2 garçons comme ça, j'ai les larmes qui sortaient de mes... Comme si, tu sais, c'est à toi. C'est une sensation... c'est une belle, forte sensation. Je peux pas imaginer ma vie aujourd'hui, mais même pas une seconde, sans Ryan et Liam. Je peux pas l'imaginer. Papa, nous t'aimons très fort. Et nous sommes très fiers de toi. Bonne fête, papa. Dida, une main de fer dans un gant de velours, à moins que ce ne soit l'inverse. Ferme et tendre à la fois, le champion de boxe est un modèle pour les jeunes des cités, mais aussi pour ses 2 fils qui ne veulent surtout pas le décevoir et qui marchent aujourd'hui avec courage et ténacité sur les traces de leur papa champion. L'aîné, Ryan, sera peut-être le zizou de la prochaine décennie, le plus beau cadeau qu'il pourrait faire à son père, qui lui-même caressait le rêve dans son enfance de devenir footballeur. Les stars et leurs enfants font aujourd'hui la une de tous nos journaux, mais ce n'est pas nouveau. Et s'il y a bien un moment que les people ont toujours partagé avec le public, c'est celui de la venue au monde de leur bébé. Alors, une naissance pour un papa, c'est toujours un grand moment d'émotion. Pour certains, comme le prince Régnier, c'est l'occasion par exemple de s'essayer personnellement à la caméra, des images étonnantes, vous allez le voir. Pour d'autres, comme Johnny ou Jacques Dutronc, c'est un moment merveilleux, vécu souvent avec beaucoup de pudeur. Voici quelques-uns de ces heureux événements rassemblés par Frédéric Pruchon. Il est né et c'est le plus beau de tous. Normal, c'est le vôtre. Ça y est, vous êtes père et une fierté bien légitime vous envahit. Vous voulez le crier, le hurler, que le monde entier soit au courant. Eh bien, c'est possible, mais pour ça, il faut être célèbre. Présentation solennelle ou image à la sortie de la maternité, pas besoin de faire part pour nos amis les stars. Nous sommes tous invités au baptême médiatique de leurs enfants. Harry, 3 jours, est déjà star planétaire. Sur le visage du père, on ne lit pas forcément la joie du nouveau papa, mais au moins la fierté d'avoir donné un héritier à la couronne. Ouf, ça c'est fait. Dans une ambiance tout aussi chaleureuse, la photo officielle. Pas de doute à Buckingham, une naissance c'est vraiment la fête. Nettement moins protocolaire, l'arrivée du premier enfant de John Fitzgerald Kennedy. Une sortie de maternité somme toute ordinaire, à quelques détails près, la foule, la bousculade, les journalistes et la nurse. Une naissance, oh là là, ce que c'est fatigant. Madame Kennedy en bonne santé, ainsi que John Kennedy Jr. dans les bras de sa nurse, ont pris aussitôt l'avion pour aller se reposer en Floride. À Monaco, on mise tout sur la tradition. Janvier 1957, 21 coups de canon et les cloches de toutes les églises annoncent l'événement. Régnier, jeune papa, apparaît devant son peuple pour proclamer officiellement la bonne nouvelle. Caroline est née. Quant à la jeune princesse, pardonnez-nous de vous la présenter d'aussi imparfaite manière, le prince Régnier voulut en effet filmer lui-même son épouse et sa fille. Son émotion, combien naturelle, a hélas nui sensiblement à la qualité des images. À peine 15 mois plus tard, on remet ça à nouveau, les canons, les cloches, la foule réunie et Régnier sur son balcon. Cette fois, c'est pour Albert. Albert qui, lui, 45 ans plus tard, choisira une voix nettement moins traditionnelle pour communiquer sur sa descendance. Et oui, la loi médiatique est invariable. Plus le père est célèbre, plus l'enfant est attendu. À sa sortie de la maternité, Johnny, à 17 ans d'intervalle, fera face aux mêmes journalistes et aux mêmes questions avec le même professionnalisme. Comment va Sylvie d'abord? Sylvie va bien, elle est très fatiguée, elle dort pour l'instant, mais elle va bien. La maman va bien, elle est un peu fatiguée, bon, ce qui est normal, elle se repose un peu là. Combien pèse-t-il? 3,50 kg. C'est une petite fille qui pèse 3 kg 950 grammes. Alors le prénom c'est donc David, il n'y a pas de problème. Oui.
Et elle s'appelle Laura, voilà. Parfois, avec un peu de chance, la caméra va plus loin, jusque dans la chambre de la maternité par exemple. L'occasion pour nous de découvrir un Jacques Dutronc, cigare aux lèvres, nous parler de sa nouvelle vie en tant que père. Détaché, presque nonchalant, et oui, la joie d'être papa peut aussi être contenue. Ça change quand même beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs, au fond à gauche, là dans la coin que vous connaissez tous. Et plus dans la même pièce, enfin... Et vous allez changer quelque chose alors à votre façon de vivre? Ah bah non, c'est-à-dire que c'est lui qui entrera dans la nôtre surtout. On va pas tout transformer pour lui, au contraire, c'est à lui à s'habituer à notre vie, je pense. Toujours dans l'intimité, Ringo nous reçoit avec Sheila pour nous présenter leur petit Ludovic. Et nous partageons avec eux l'émotion du père qui tente de comprendre le vertigineux mystère de la vie. Et pourquoi il dort tout le temps, maman? Bah, il dort, écoute. C'est énervant ça qui ferme les yeux tout le temps. 30 ans plus tard à Madrid, c'est l'effervescence normale. Une star de foot s'apprête à être papa. Ce jour-là, David Beckham est père pour la 3e fois. Mais désormais, les journalistes auront peu de choses à nous faire partager. À part l'essentiel. Bon d'accord, papa Beckham est content, c'était prévisible. Côté scoop, il faudra revenir, à moins que son ami Zizou ne nous en dise plus. Super, ça c'est de l'info, il est donc petit. Aujourd'hui, quand les stars deviennent papa, elles ne nous déclarent plus rien, ou presque. Il nous faut nous rabattre sur les photos officielles ou volées pour nous faire partager ces moments de bonheur. Oui, aujourd'hui, c'est dans la presse que ça se passe. Et ça, même Johnny l'a compris. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Nous allons découvrir maintenant l'intimité d'une famille très secrète, les Mellerio. Ils sont joailliers depuis 1613. François et Olivier Mellerio, qui dirigent aujourd'hui l'entreprise familiale, représentent la 14e génération qui se succède à sa tête. Émilie, 30 ans, fait partie des enfants Mellerio qui perpétuent justement cette tradition familiale. Mais a-t-elle vraiment eu le choix? Son père Olivier a coutume de dire « Tout le monde fait passer l'intérêt de l'entreprise avant le sien propre ». On apprend ça chez nous dès le berceau. Alors comment échapper de ce fait à une si riche histoire familiale? Réponse dans ce reportage sur une dynastie de bijoutiers et d'orfèvres qui sont les créateurs, entre autres, des épées des académiciens et des coupes de Roland-Garros. Place Vendôme, l'endroit le plus prestigieux de Paris. Ici, tout n'est que luxe. Les plus grands joailliers y ont élu domicile. Les Mellerio furent les premiers à s'installer dans ce quartier glamour. Cette famille de joailliers de renom se transmet ce métier et l'entreprise familiale depuis 1613, soit au total 14 générations. Émilie Mellerio a 30 ans. Elle s'apprête à devenir une future dirigeante de l'entreprise familiale. Elle fait déjà partie du comité de direction. Un ordre du jour quand même sur le comité de création. Une entreprise dirigée actuellement par François, l'oncle d'Émilie, et par Olivier, son père. À 60 ans, il s'apprête à transmettre son métier à sa fille. Ah bah ça, vous savez, c'est la fierté du père qui regarde la jeune pousse émerger. Je crois que c'est toujours très intéressant pour un père de la voir progressivement prendre ses marques. Émilie représente donc la 15e génération qui va reprendre le flambeau de la joaillerie familiale. Et la première femme à y accéder. Une sacrée pression sur les épaules de la jeune femme. Je pense que forcément, à un moment ou à un autre, on se pose des questions quand on succède à 14 générations. C'est pas petit. On se demande si on va être à la hauteur. On se demande si finalement on l'a vraiment choisi en connaissance de cause. C'est des questions qu'on se pose assez régulièrement. Être à la hauteur. Émilie a donc décidé de faire comme papa, grand-papa et les autres. Elle poursuit actuellement des études de gémologie pour se familiariser avec l'apprentissage des pierres. Cette transmission de son métier par son père s'est faite pour elle naturellement. Je crois qu'à aucun moment j'ai senti une pression, j'ai senti une envie certainement de ta part de vouloir me transmettre quelque chose. Et j'ai pas du tout eu l'impression qu'on m'impose quoi que ce soit. J'ai plutôt eu l'impression qu'on me transmettait une richesse et que si je le souhaitais, je pouvais l'accepter et ensuite la transmettre à mon tour.
Bon, c'est vrai que c'est un magnifique... c'est un cadeau de fête de père. Et voilà, bonne fête, papa. François est le frère d'Olivier, l'oncle d'Émilie. Il dirige l'entreprise depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il baigne dans cet univers de luxe, de pierres précieuses et d'or. Fabrication ou restauration, dans cet atelier, certaines pièces ont plus de 200 ans d'existence. Pourtant, chez les Melleriot, l'essentiel est ailleurs. Ce métier, c'est d'abord un héritage familial qu'il faut veiller à se transmettre de père en fils. Alors nous arrivons ici dans la galerie des ancêtres. Donc le plus connu, c'est François, à l'époque de Napoléon. C'est lui qui a installé la maison Melleriot rue de la Paix. Et ça continue, 19e siècle. Et puis on arrive ici. Et ici, vous avez mon arrière-grand-père, Raphaël, mon grand-père, Charles, mon père. Et inutile de vous dire que je ne suis pas pressé d'y être parce qu'on est là quand on est mort. Donc j'attends pour qu'on fasse ma miniature. Des entreprises familiales comme les Melleriot, on les appelle les Hénochiens. Il en existe une trentaine dans le monde, moins de 10 en France. Elles doivent être dirigées par un descendant du fondateur, avoir au moins 2 siècles d'existence et posséder des capitaux exclusivement familiaux. Une lourde responsabilité. C'est très lourd, parce qu'à la fois on a à diriger une entreprise et à la fois à diriger une famille. Donc, et les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Raphaël est le fils de François. Il vient rendre visite à son père à la boutique. Ici sont exposées les plus belles pièces de la joaillerie. Des épées des académiciens à la coupe Roland-Garros. À 36 ans, Raphaël a choisi d'être avocat et non joaillier. Mais il travaille quand même en collaboration avec son père. C'est vrai que toi, ainsi que maman, vous nous avez laissé parfaite liberté. On savait que ça existait, on savait que ce métier existait, on savait qu'il y avait une lignée de père en fils dans la gestion de ce business. Mais vous nous avez toujours laissé une liberté complète. Une liberté de choix pour ses enfants dont le père n'a pu profiter à leur âge. De toute façon, j'ai toujours souhaité que vous alliez apprendre à l'extérieur un métier et que je ne pas faire comme moi, qui malheureusement a été libéré du service militaire le 28 février et le 1er mars, je suis rentré ici parce que mon père, malheureusement, était mort d'une leucémie foudroyante, donc j'ai pas eu le choix et j'ai toujours regretté. J'aurais aimé travailler dans une banque ou travailler chez un commissaire-priseur, ou vous voyez, différentes choses. Pour François, la transmission est tout de même assurée. Sa fille, Stéphanie, a choisi de rejoindre la joaillerie familiale. Ma fille, j'ai une fille qui, finalement, s'est passionnée pour le métier. Et pour l'instant, elle apprend son métier chez nos confrères à l'étranger. Donc, je serai très content de la accueillir ici quand elle le souhaitera et avant que je parte à la retraite. J'ai 3 enfants qui font les métiers qu'ils aiment et qui sont en bonne santé. Donc, qu'un père peut-il rêver de mieux? Dans quelques années, Stéphanie et Émilie reprendront l'entreprise. Direction les sous-sols de la joaillerie où Olivier fait découvrir à sa fille les archives de la maison. Ici, le plus vieux livre de commande date de 1770. Donc, ici étaient notés tous les avoirs, tous les mouvements financiers, toutes les commandes, barrées quand elles étaient payées. Alors, ce qu'on remarque d'ailleurs, quand tu dis barré quand elles étaient payées, c'est qu'il y a quand même quelques pages où c'est pas barré. Et voilà, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui, en fait, achetaient à crédit. Voilà, il y a une mademoiselle de Cazan qui n'avait jamais payé. Voilà. Alors ça, c'est Madame de Beauharnais. Madame de Beauharnais, oui. On voit qu'elle doit. Oui. Et ainsi, d'autres people de l'histoire se fournissaient chez Melleriot. Richard Wagner, Lamartine, Chateaubriand et même Napoléon. C'est très impressionnant. On peut penser de temps en temps que c'est un poids parce que c'est une telle responsabilité d'être la 15e génération et on n'a pas envie d'être celle qui va tout faire rater. Le dimanche, les Melleriot se retrouvent souvent à déjeuner dans leur maison de famille. Ici aussi, tout est lié à la tradition familiale. Depuis plus de 60 ans, la demeure accueille tous les instants de détente des Melleriot. Un sens de l'héritage qui peut parfois faire peur aux non-initiés. C'est vrai que l'expression favorite de mamie quand on regarde cette photo, c'est on se sent un peu le maillon d'une chaîne. Et je me souviens quand elle avait dit ça à Hélène juste avant qu'on se marie, ça peut être assez effrayant. Mais... Pourquoi effrayant? Moi, je ne trouve pas que ça soit effrayant. Non, c'est... comment dire?
C'est un devoir, mais un devoir n'est pas forcément dur. Non mais je vous avais entendu dire ça la première fois que je vous ai vu. On sent tellement vite le maillot d'une chienne et j'avais envie de partir en courant. Mais bon, depuis voilà, on s'est mariés. Dans la famille, certains ont tout de même choisi d'autres voies que la joaillerie. C'est le cas de Gonzague, le frère des 2 dirigeants actuels. Il est médecin obstétricien, mais n'est pas considéré pour autant comme un paria. Moi, je suis très fier de ce que fait mon frère. Moi aussi. Hein? Parce que effectivement, le nombre de femmes qui me disent « Oh là là, le nombre d'enfants que j'ai fait avec votre frère. » Donc, et en général, ça s'est plutôt bien passé. Pourtant, pour la nouvelle génération, il n'est pas toujours évident d'aller à l'encontre de cette tradition. C'est ce qu'a ressenti Charles le jour où il a annoncé à son père qu'il voulait faire médecine. Le jour où j'en avais parlé à papa, c'était dans le salon, c'était de façon assez cérémonieuse, où je voulais lui annoncer que c'était mon choix, c'est ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte de manière très rétrospective, mais il y avait un certain pincement dans son cœur, parce que je pense que il avait toujours cette idée de transmission qu'il aurait aimé faire perdurer à tous ses enfants. On se sent quand même terriblement attaché à cette chaîne et à cette tradition. Je crois qu'on est quand même un peu élevé dans une sorte de mythe qui est d'ailleurs assez dangereux, mais qui est quand même un peu le mythe d'une maison qui s'est transmise de génération en génération et depuis finalement la Renaissance. Le problème de la chaîne, si tu veux, dont vous parlez tout le temps, c'est qu'on n'a pas envie d'être le maillon faible. Clémence est toujours étudiante. Pour elle, la question de la transmission ne se pose donc pas encore. Elle est peut-être la seule à ne pas voir en son père un des dirigeants de la joaillerie familiale, mais juste un père comme les autres. C'est un peu un idéal, alors bien sûr, ça fait un peu mon papa, tout ça, mais il a ses défauts aussi, c'est sûr et tout, mais moi j'admire énormément mon père et il arrive à donner un amour et une attention qui sont au-delà des mots. Être père chez les Melleriot, un équilibre pas toujours facile à trouver entre la charge familiale du présent et 400 ans de tradition passée. Avec 200 films à son actif, c'est un monument du cinéma français. Il a accompagné nos vies, il nous a fait rire avec la série des gendarmes, il nous a émus aux larmes, il a même obtenu un César d'ailleurs avec Le Juge et l'Assassin. C'est Michel Galabru et Michel Galabru aujourd'hui a réussi la carrière dont il rêvait. Cependant, il n'a jamais obtenu ni l'aide, ni le soutien, ni même les encouragements de son père. Celui-ci, qui était un brillant ingénieur des ponts et chaussées, n'admettait pas d'avoir un fils qu'il qualifiait de médiocre et qui se lance dans un métier aussi hasardeux que celui-là. Il est même allé jusqu'à lui couper les vivres en signe de protestation. Alors cela explique sans doute que Michel ait adopté un tout autre comportement avec ses 3 enfants. En tant que papa comédien, il se définit lui-même comme une grosse poule qui laisse picorer les graines à ses petits poussins. Et 2 de ses petits poussins, Jean, 43 ans, et Emmanuel, 30 ans, sont devenus auteurs et comédiens. Le théâtre, chez les Galabru, c'est une belle affaire de famille. Emmanuelle, c'est la petite dernière de Michel Galabru. Elle est née de son 2e mariage il y a 30 ans. Bien entendu, elle est comédienne et cette passion lui est venue très tôt. À 12 ans, elle donnait déjà la réplique à son père. La famille Galabru, c'est 3 enfants. 2 fils d'un premier mariage, Jean, aujourd'hui âgé de 46 ans, comédien lui aussi, et Philippe, 36 ans. 3 enfants dont 2 comédiens, Michel Galabru a su transmettre sa passion à ses enfants et comme rien n'est trop beau pour eux, il a même eu à leur égard une attention hors du commun. Il a offert à ses enfants, ses 2 fils, le théâtre des 10 heures et moi le théâtre Galabru. Un théâtre à son nom, le plus beau cadeau qu'il pouvait faire à sa fille. C'est un très très beau cadeau dans le sens où en fait il a offert son rêve. C'était son rêve, donc c'est un cadeau tout plein d'amour, quoi. Qu'est-ce qu'on peut offrir de plus à ses enfants que son propre rêve? Mais pour Michel Galabru, il ne s'agit pas seulement d'offrir un rêve. Car contrairement aux apparences, Galabru le comique se révèle être un père angoissé pour ses enfants. L'inquiétude, c'est qu'ils sont comédiens et que c'est la précarité. Si jamais il y a un pépin, elle a ça. Je suis sûr que ma fille, en somme, ne sera pas à la rue. Les murs sont à elle. Elle peut même vivre ici, vous voyez ce que je veux dire?
Ce théâtre est devenu pour Emmanuelle le lieu privilégié où elle retrouve ses proches. Bonjour. Oh, t'es là, toi? Son père, bien sûr, mais aussi sa mère et son parrain, un ami de Michel Galabru depuis 50 ans. Hein? Est-ce que tu es satisfaite de ta maman, de ton papa et de ton parrain? Dis-le, dis-le. Voilà. Dis-le. Moi, je dis. Tu dis quoi? C'est vrai, j'ai toujours dit que si j'avais dû choisir mes parents, j'aurais choisi les mêmes. Voilà, je suis très très contente. Tu es contente quand même. Ouais. Ah ouais. C'est pas extraordinaire, mais bon. Ah si. Bon, alors moi, ça me gêne de dire ça parce qu'il est à côté, mais, mais c'est vrai que moi, je voue un amour pour mes deux parents, d'ailleurs. Mais c'est vrai que mon papa, c'est mon papa, quoi. La première fois que j'ai dit à mon papa « je t'aime », c'était à travers une interview. Bah, je voudrais dire à mon papa que je l'aime. Voilà. J'étais embêté parce que ça m'a donné envie de pleurer. Et je ne voulais pas pleurer devant la caméra, quoi. Mais Emmanuelle lui reconnaît quand même un défaut. Il paraîtrait quand même que le père doit représenter la loi. Donc, c'est vrai que si ton père t'impose pas les règles et ne représente pas, ne joue pas son rôle voilà, tu peux prendre ça comme du... merde. Pas du tout. Oh, mais tu peux prendre ça comme du désintérêt de sa part. L'autorité, le point faible de papa Galabru. Célèbre pourtant pour ses rôles de gendarme, il était loin de faire la loi à la maison. Je suis pas du tout autoritaire, ça se sait, ça se voit, ça se sent. Une fois, je m'étais mis en colère, un peu une colère... Moi, j'ai les colères de type faible. Et alors, Philippe, là, mon garçon, quand il m'a vu en colère, il a éclaté de rire. Il riait, il n'en pouvait plus de me voir. Il avait vu le ridicule de la situation. Michel Galabru, papa laxiste, à l'opposé de l'éducation qu'il a reçue de son propre père, particulièrement autoritaire. Il est mort très vieux, mon père, il est mort à 97 ans. Mais j'en avais toujours un peu peur. Hein. C'était un très brave homme, hein. Très gentil. Mais une autorité naturelle impressionnante. Il était impressionnant. D'ailleurs, il impressionnait. Mais mes enfants, le craignaient, avaient peur. Un père qui a vu d'un mauvais œil la décision de Michel de devenir comédien. À tort, car aujourd'hui, Michel Galabru, c'est plus de 50 ans de carrière à l'écran ou sur les planches. Michel Galabru est devenu l'un des comédiens français les plus populaires. Ses atouts, une gueule et une voix immédiatement reconnaissable. Une carrière pourtant pas toujours reconnue et qui laisse sa plus grande fan un peu perplexe. Il a un talent énorme. Maintenant, avec le talent qu'il a, il aurait pu faire plus de bons films, on aurait pu lui proposer plus de rôles, par exemple au cinéma et tout ça, ça c'est sûr. Emmanuelle a 5 ans quand son père tourne L'été meurtrier aux côtés d'Isabelle Adjani. Un souvenir qui la marquera profondément. La scène entre Adjani et mon père dans L'été meurtrier, où elle est derrière la porte et ils pleurent tous les deux, je peux pas la regarder. Ah, je peux pas. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches, toi? À savoir lequel des 3 salauds était ton père? Mais c'est toi, mon père. Quand même, je peux pas m'empêcher, encore au jour d'aujourd'hui, quand je vois mon père dans un film pleurer, ou quand on le tue, ou le voir mort, ou tout ça, là, ces trucs, rien que de le dire, ça me... Je peux pas. Aujourd'hui, Emmanuelle et ses parents viennent déjeuner dans une de leurs brasseries préférées. Jean, le fils aîné de Michel, les a rejoints. Bonjour. Bon, bonjour Emmanuel. Jean et Emmanuelle, 2 enfants Galabru, mais 2 conceptions très différentes du rôle du père. Jean suit pas à pas les traces de son père. Il donne par exemple avec lui des cours de théâtre à de jeunes comédiens et leur association ne s'arrête pas là. Il écrit ou adapte des pièces pour son père et partage souvent l'affiche avec lui. Ils viennent notamment de jouer ensemble 400 représentations des Justes, l'un des plus gros succès théâtrales de ces dernières années. Si ça doit entraîner ma perte. Ouais. Vous savez, saluer avec son père devant
une salle qui parfois se lève, qui est contente, qui est heureuse. C'est un plaisir, ça c'est unique, oui, c'est unique. Ça, voilà, ça c'est un privilège extraordinaire. Emmanuelle a déjà partagé l'affiche avec son père, mais aujourd'hui, elle envisage sa carrière autrement. C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même conception du travail en famille. Alors lui, c'est peut-être justement parce qu'il a plus d'expérience, il a dépassé ça et tout ça. Mais c'est vrai que moi, je me fais un point d'honneur d'essayer, même si j'aime beaucoup ma famille, mais de m'en détacher, quoi. Mais difficile de se détacher d'un tel père. Et ses enfants sont d'accord sur un point, Michel Galabru est un père formidable. Peut-être un peu trop d'ailleurs. J'ai essayé de leur donner, moi, ce qui est très important, parce que on a tous à se faire pardonner quelque chose. J'ai essayé de leur donner l'indulgence vis-à-vis des autres. Mais ils sont plus carrés quand même, ils ont peut-être pas tort, parce que moi, je me suis fait souvent enrouler à cause de ça. C'est vraiment quelqu'un de profondément, oui, ça c'est vrai, gentil. Donc il se met toujours à la place des autres. Oui, le pauvre, il faut l'excuser, c'est pas de sa faute, parce que si, parce que ça. Moi, j'ai l'énorme chance d'aimer mon père en tant que papa, d'aimer ma mère en tant que maman, mais de les aimer aussi en tant qu'être humain. Papa, je sais que t'aimes pas que je t'appelle comme ça, mais tant pis pour moi, c'est comme ça. Donc, bonne fête, mon papounet d'amour. Que j'aime. D'amour. I love you. Emmanuelle et Jean ont visiblement décidé de vivre de manière très différente leur rapport à Michel Galabru. Alors Jean suit résolument les traces de son père, quand Emmanuelle aimerait voler de ses propres ailes. Mais quel que soit leur parcours, leur monstre sacré de papa servira toujours d'exemple et de soutien. C'est la fin de ce magazine sur des pères sacrés qui sont aussi de sacrés personnages, des pères célèbres qui ont accepté de nous ouvrir la porte de leur intimité et que nous avons découvert sous une facette encore inconnue. Alors concilier une vie professionnelle et bien remplie et le rôle de papa, ce n'est finalement pas toujours facile. Bonne fête donc à tous les papas. Je vous rappelle que c'est dimanche prochain. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fin de soirée sur France 2.